Apprends comme si tu devais vivre toujours. C'est le mantra et l'objectif de ce podcast. À la découverte de profils inspirants au travers d'entretiens décomplexés. Mon ambition est de créer pour vous et pour moi l'opportunité d'apprendre et de comprendre. Et pourquoi pas de vous donner l'envie d'entreprendre. La curiosité et l'ouverture d'esprit sont les maîtres mots. Mon nom est Pierre Barrault et c'est un plaisir que de faire ce chemin avec vous. Ce podcast est sponsorisé par l'ISC Paris, École de commerce et de management. Il est réalisé avec les moyens techniques du studio de podcast du campus Orléans de l'ISC, dont je suis le directeur général. Avec son slogan Be Our Change, l'ISC invite tous ses étudiants à devenir le changement qu'ils veulent voir dans le monde. Une pédagogie d'apprentissage par l'expérience, un modèle unique et original. L'ISC Paris, membre de la Conférence des grandes écoles, propose des programmes bachelor, programmes master grande école, Master of Science, MBA, DBA et toute une offre d'Executive Education. Ces deux campus, parisiens et orléanais, sont résolument tournés vers l'international, avec plus de 150 universités partenaires à l'étranger. L'ISC Paris peut également se prévaloir des plus grandes accréditations internationales, mais aussi d'un réseau de plus de 19 000 diplômés présents dans plus de 80 pays. Si comme moi vous êtes persuadé que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais, l'ISC Paris vous donnera l'opportunité de devenir celui que vous êtes. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de La Colle. Aujourd'hui, on va parler apprentissage des langues. Et quoi de mieux pour apprendre une langue que d'être immergé dans un environnement où on l'entend. Et mais je vous en dis pas plus parce que avec Julien Viau, on va parler de ça, on va parler d'entrepreneuriat aussi. Et j'ai plein de questions à te poser, Julien. Salut Julien, comment ça va ? Bonjour Pierre, très bien, merci. Ravi de passer un moment ensemble. Mais c'est moi qui te remercie. Donc, je le disais, tu es un entrepreneur. Tu as été un entrepreneur très jeune, tout de suite à la sortie de tes études, en 2009, si je me trompe pas. Mais ça veut dire que maintenant, tu es un entrepreneur avec pas mal de bouteilles aussi. Et ça, c'est intéressant. Et finalement, cet apprentissage par l'expérience est super intéressant et donc ton retour sera super intéressant. Et on va parler de la boîte que tu as montée avec un associé qui s'appelle Antoine Gentil. Oui. Ça va, j'ai bien révisé mes classiques, tout va bien. Et cette boîte, alors précédemment, elle s'est appelée Speaking Agency pendant un bon moment. Et là, vous avez changé votre marque pour une marque qui s'appelle Momji. Là aussi, on va en reparler. Mais on a un peu de temps devant nous. Et avant ça, Julien, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots ? Donc Julien Viau, j'ai 36 ans, je suis d'Île-de-France et en gros à retenir c'est qu'après le bac j'ai eu la chance de partir 4 ans faire mes études à Montréal et c'est on va dire un... Oh là là, attends, arrête-toi tout de suite. Comment tu pars à Montréal ? C'est quoi l'opportunité ? C'est quoi le chemin ? Un ami qui était parti 1 an avant moi à Montréal. Moi, j'étais en terminale. J'avais pas spécialement envie de faire des études supérieures en France. Et de fil en aiguille, en échangeant avec lui, j'ai appris qu'on pouvait partir à l'étranger juste après le bac. Ouais. Et en fait, j'ai pas beaucoup plus réfléchi. Mes parents étaient tout à fait alignés et même porteurs. Ils poussaient au contraire. Allez, va-t'en. Ouais, c'est une vraie chance que j'ai eue parce qu'ils ont adhéré tout de suite au projet. Et donc, sans objectif autre que de me dire je vais faire une école de commerce à Montréal, je suis parti avec l'envie de découvrir l'Amérique du Nord en l'occurrence. C'est ce qui a une richesse fabuleuse. Ouais. Et puis je pense que tu gagnes en maturité immédiatement. Oui, à 18 ans, je me suis retrouvé à 6-7 000 kilomètres de chez moi. Alors c'était dans un milieu francophone, ce qui pouvait être un peu rassurant quand même. Oui, c'est HEC Montréal que tu as fait.
Ouais, tout à fait, qui est une école liée à l'université de Montréal. Donc il y avait le côté rassurant parce que j'arrivais quand même dans un monde francophone, voilà, il y avait ce repère-là. Et après, c'est vrai qu'on apprend énormément et j'ai gardé beaucoup de bons amis et les parcours se sont complètement éclatés parce qu'on arrive dans un nouvel endroit, on peut recréer presque une personnalité, une histoire, on repart à zéro et c'est une richesse qui peut être un petit peu stressante quand on arrive, mais c'est vrai que ça permet de se construire complètement et de se fixer ses objectifs en faisant un petit peu page blanche du passé. Donc c'est vrai que pour moi ça a été ça a été 4 ans formidables d'apprentissage aussi bien scolairement, mais surtout sur moi-même, sur ma capacité à être autonome, à me fixer des objectifs moi-même. J'avais pas mes parents, je les voyais 2 fois par an. Donc c'est vrai qu'on apprend beaucoup en étant seul loin de sa famille. Donc super expérience pour moi, ouais. Et en plus de ça, alors, ok, c'est francophone, mais ça reste très anglo-saxon. D'ailleurs, c'est souvent une erreur qu'on commet vis-à-vis des Canadiens francophones, c'est qu'on a l'impression que c'est juste des Français qui parlent bizarrement, mais en fait non, ce sont de vrais anglo-saxons dans leur culture, dans leur esprit. Ouais, tout à fait. Dans leur manière très amicale, très friendly d'aborder les gens. C'est vrai qu'on a tout de suite plus de proximité en Amérique du Nord. Ça veut pas pour autant dire que on est plus facilement invité chez les gens. Et il y a un grand écart là-dessus. Ah oui. C'est plus facile de communiquer spontanément avec des gens en Amérique du Nord. Par contre, rentrer chez les gens, ça se fait, j'ai l'impression, plus facilement en France. Et c'est des points de vue assez différents de voir les choses. C'est-à-dire que le premier abord est très simple. Après, de rentrer précisément chez un Québécois, il m'a fallu, je pense, beaucoup plus de temps, peut-être que pour un étranger, de rentrer dans une famille française. D'accord. Ok, donc le temps qui t'invite à manger la poutine, il y a un peu de temps quand même. Ouais, exactement. Ça, c'était le trait culturel, moi, qui m'a le plus étonné entre ce côté hyper friendly dès le début, et puis pour bien connaître les gens, c'était beaucoup plus long. Ok, d'accord. Donc tu fais 4 ans d'études là-bas. Tu fais donc il y a le Commencement Day, c'est le jour où tu as le petit chapeau et tout, tu le jettes en l'air. À l'anglo-saxonne aussi. Quoique maintenant ça se fait quasiment dans toutes les écoles en France. Et là tu reviens en France. Tu avais déjà décidé de poursuivre tes études parce que tu vas les poursuivre. Ouais. Oui. Je suis en dernière année à Montréal. J'avais un objectif en tête, c'était monter une société. Ah déjà. Oui, tout à fait. Et ce qui est le cas de pas mal d'amis très proches qui ont fait le même parcours que moi à Montréal. Beaucoup ont monté une société parce que ce côté autonomie, indépendance, je pense que ça nous a bien travaillé. Tu as été bercé par ça. Ouais, naturellement par le contexte. Donc ce qui est sûr, c'est quand je finissais le diplôme à Montréal, je voulais monter une société, je savais pas laquelle. J'avais une petite expérience avec un ami là-bas de mise en relation entre des professeurs de mathématiques, etc. Avec des enfants. Donc en gros un modèle à l'Academia, mais avec une dizaine de profs, et c'était pas du tout pour gagner de l'argent, mais voilà. Super prof aussi, épisode précédent de la colle. Ouais, exactement. Donc ça m'a mis le doigt un petit peu dans la création d'un mini business. Et puis j'ai regardé les parcours qui pouvaient me permettre d'être accompagné dans la volonté de créer une boîte. Je suis tombé sur le master entrepreneuriat à l'ESCP Europe. Ouais. Et donc je postule à ce master. Tu choisis jamais les plus petites écoles, hein, quand même. Non, ouais, c'est vrai que là ça a été pareil, un autre élément, un moment de vie où ça m'a permis d'arriver là où j'en suis. La somme de ces 2 écoles-là, pour moi, c'est assez fondateur parce que j'ai appris la culture anglo-saxonne comme tu viens de le dire, et puis je suis revenu en France dans une super école qui m'a énormément apporté, et donc voilà, l'ensemble de tout ça a contribué fortement à faire ce qu'on a fait avec Antoine depuis. Alors donc justement, et c'est un master d'ailleurs qui est spécialisé, alors c'est innovation et entrepreneuriat ou quelque chose comme ça, non? Exactement. Ok. Et donc c'est un master qui est dédié donc c'est une année scolaire, c'est dédié à des personnes qui veulent monter une boîte. Vraiment pas de la reprise, mais c'est vraiment de la création. Okay. Et là, on se retrouve 25 étudiants venant de pas mal d'horizons différents, médecine, avocat, pas mal d'écoles de commerce. Antoine, il venait d'où? Antoine venait d'une école de commerce, la post-bac l'EPSI, la post-bac de l'ESSEC, avait vécu 2 ans en double diplôme en Chine. D'accord. Et plus jeune, Antoine avait vécu avec sa famille dans le Texas. Ah ouais, ok, lui aussi. Donc, baigné très jeune aux États-Unis dans le
côté international. Et donc en fait, on se rencontre tous les deux dans ce master. Ouais. Ni l'un ni l'autre, on avait une idée précise de ce qu'on voulait faire. Suite à toute une séance pendant 2-3 mois de brainstorming, de réflexion, de recherche d'idées, l'idée vient chez Antoine spontanément, où il a fait la somme de son vécu. Ses petites sœurs étaient encore, il a 3 petites sœurs qui sont plus petites que lui et qui étaient encore plus jeunes que lui quand il était au Texas. Et il s'est aperçu naturellement qu'elles ont appris l'anglais très facilement. Et donc de là, l'idée est arrivée en un instant dans sa tête. Et à partir de là, on s'est dit, très bien, il y a un essor du service à la personne en France qui était en train d'être fait. La garde d'enfants était en fort développement, la garde d'enfants à domicile. Et donc, on a fait le trait d'union entre garde d'enfants et immersion linguistique grâce à des intervenants bilingues ou natifs anglophones qui sont en France, qui cherchaient à travailler, et on a fait le trait d'union entre les deux. Donc le truc, c'est trouver des nounous. Moi je vais apprendre l'anglais, je vais faire apprendre l'anglais à mes enfants. C'est une nounou anglaise qui vient et qui ne parle qu'en anglais aux enfants. Exactement. C'est exactement ça le pitch. Et donc en 2009, on lance pendant l'année d'études, donc on a démarré dès qu'on a pu, on lance, la société s'appelait Baby Speaking initialement. Oui, donc on voit la cible. Ouais. Et là, on le comprend, l'idée était de dire le babysitting devient baby speaking. Ouais. Le jeu de mots est parti de là. Et donc, dès avril 2009, on crée la société. On était incubé à l'école. On a eu la chance de pouvoir monter l'incubateur de l'école pendant cette année-là. Ok. Et donc, avril 2009, on crée la société juridiquement sous le nom Baby Speaking. On obtient un agrément auprès de la Directe pour le service à la personne, qui permet de rentrer justement dans tout ce qui est et la convention collective et qui permet aux parents de défiscaliser, donc dans le monde du service à la personne. C'est simple, t'as l'air de dire que ça a l'air simple, ça. Il y a 2 types, alors j'en profite pour expliquer un petit peu, il y a 2 types d'agréments. Il y a quelque chose d'assez simple qui permet de garder les enfants à partir de 3 ans, sur 3 ans et plus. Par contre, il y a un agrément plus compliqué, plus complexe à obtenir quand on veut faire de la garde d'enfants de moins de 3 ans. Ah, ok. Et ce qui est tout à fait logique et nécessaire, notamment en termes de sécurité liée aux enfants. Là, on a un cahier des charges beaucoup plus complexe, et c'est quelque chose qu'on a eu très rapidement, mais pas pour autant dès le début. D'accord. Ah oui. Donc, première cible, c'est plus de 3 ans, enfin 3 ans et plus, on va dire. D'accord. Exactement. Ok. Et donc, donc voilà, donc on finit l'année du master. Attends, mais là vous êtes tous les deux avec vos petits bras musclés dans l'incubateur de l'ESCP. Ouais. Bon, ce qui est quand même pas mal parce qu'en termes de réseau, d'aide, etc., ça aide. Vous avez l'idée, vous montez la société. C'est quoi les premiers pas, c'est les premiers trucs. Vous avez déjà est-ce que avant de monter la société, excuse-moi, je rembobine 2 secondes, vous avez étudié le marché parce que l'idée est bonne. On se dit mais enfin des bonnes idées qui font pas un business, il y en a quand même quelques-unes. Comment vous validez ça à un moment? Alors c'est là où c'était d'avoir fait le master nous a accompagnés parce que on était entre guillemets coachés en dehors de la boîte, et donc oui, on a fait un peu d'études de marché. La réalité de ce qu'on a fait, c'est du terrain. On est allé avec Antoine voir des dizaines de sorties d'école dans Paris. Vous avez fait la sortie d'école. Ok. Ouais, vu beaucoup de parents, questionner des parents avec un formulaire écrit sur des feuilles. Ouais. On est allé passer des dizaines et des dizaines d'heures à la sortie des écoles pour comprendre le besoin des parents, pousser nos idées pour voir comment ça répondait en face. Et en fait, la vraie étude de marché, c'est celle-ci. On n'a pas fait une étude de marché théorique avec une taille de marché, etc. Ouais. On est allé voir les parents et je te dis, on a fait des dizaines de questionnaires et ça nous a permis de bien connaître les besoins, d'affiner l'offre, de trouver le prix, parce que pas simple de trouver un prix la première fois. Alors après, on le fait évoluer le prix, mais la première fois, pas simple. D'ailleurs, anecdote assez drôle là-dessus, c'est que on a proposé des premiers prix à des parents et quand on parle, je pense à un particulier, ce qui est notre cas en B2C, les réponses ont toujours été non, c'est trop cher, non, c'est trop cher. Et à l'époque, on proposait des tarifs d'une 20aine d'euros et en fait, c'était pas viable à ce prix-là à l'époque. Et dès qu'on a lancé l'offre, on était sensiblement au-dessus. Mais juste ce qu'il faut retenir, c'est quand on demande à quelqu'un quel est le juste prix, naturellement, la personne va donner un prix plus bas. Le moins cher possible, monsieur. Oui. Exactement.
Et donc, voilà, on était nécessairement, on a dû se positionner un peu dessus juste parce que le modèle, pour qu'il soit bien, fallait le faire. Ouais. Et donc ça, c'est l'anecdote qui était intéressante. T'as raison de le souligner parce que c'est toujours une grande question pour les entrepreneurs, c'est quel est le bon prix et la question, c'est surtout la question de la valeur perçue. Et que je pense que dans votre cas, justement, alors après, en termes de positionnement et d'offres, voilà, il y a une valeur perçue qui peut être forte. Et puis il y a une valeur d'identification aussi, je pense. Tu vois, c'est les grandes familles qui font venir la nounou de l'autre bout du monde, etc., etc. Il y a il y a plein de choses derrière, ce qui peut expliquer effectivement que ça peut. Et puis votre offre a de toute façon une valeur supérieure à la nounou standard parce qu'elle a des qualifications. Ouais. Alors, ce qui est intéressant dans votre modèle, c'est que comme toutes ces logiques de plateforme, de services, c'est un modèle qui est peu cash intensive. Si je comprends bien aussi, c'est est-ce que ça a été pour vous une des clés de réflexion justement quand vous cherchiez l'idée ou Très aligné. Avec Antoine, on se complète très bien. Moi plutôt le côté rationalité, chiffre, finance, et Antoine côté business développement. Okay. Et moi, un des éléments de base à 24 ans, sans argent, de se dire je veux monter une société, j'avais besoin de trouver un modèle dans lequel il fallait pas investir, on n'avait pas de quoi investir. Ouais. Et donc c'est vrai qu'il y a un côté vertueux dans ce type de modèle-là qui s'appelle un besoin en fonds de roulement négatif. Ouais. Et donc ce que ça veut dire de manière très simple, c'est qu'on arrive à facturer les parents quelques jours avant de payer les intervenants. Et donc, c'est ce qui permet de faire un effet boule de neige et de payer nos intervenants sans avoir l'argent sur le compte en banque. Puis, et pas être court en cash. Exactement. Et donc, c'est ce modèle intrinsèque à ce qu'on fait était nécessaire parce que Antoine et moi, depuis 12 ans, on a investi seulement 500 € chacun, le capital initial. Et on n'a jamais investi plus de notre poche du tout. Et donc c'est quelque chose d'important, je pense, quand on se lance jeune, c'est de faire, en tout cas c'était mon avis à la base, c'est de faire quelque chose qu'on est capable de faire. S'il fallait attendre une levée de fonds hypothétique un jour, je serais pas allé dans un business comme celui-ci parce que j'aurais pas réussi à le réaliser. Alors peut-être que quand on monte une boîte à 35 ans avec plus d'expérience, ça peut être différent, mais en tout cas nous, il fallait que ça fonctionne dès le début, il fallait qu'avec quelques premiers clients, on arrive à fonctionner, à payer nos intervenants, un premier salarié chez nous en interne. Et donc, le modèle nous l'a permis. Je comprends. Et pour tous les entrepreneurs en devenir qui nous écoutent, la notion de BFR, donc de besoin en fonds de roulement, est juste une notion primordiale à connaître. Le nombre de boîtes qui se sont plantées parce que elles géraient pas leur BFR, voilà, c'est un truc. On en parlait dans l'épisode juste avant avec Sandra Legrand, qui est elle aussi une grande entrepreneuse. Voilà, ça reste je sais pas, un élément primordial pour la pérennité d'une société et pour assurer aussi sa croissance. Et finalement, entre 2009 et 2021, la preuve que le modèle avec un BFR négatif, c'est plutôt un modèle positif. Alors, avec une autre question, parce que sur ce type de modèle-là, c'est un peu l'œuf et la poule. C'est-à-dire que t'es pris entre deux feux, t'as tes clients, les parents, ok, donc il faut aller les trouver, mais tu peux pas aller les trouver si t'as pas des intervenants, sauf que des intervenants, tu les trouves pas si t'as pas ou en tout cas tu les gardes pas très longtemps si t'as pas les clients, les parents à mettre en face. Alors comment, justement, dans les premières semaines, les premiers mois, vous avez résolu cette équation? Parce qu'une fois que la machine est lancée, alors tout le monde, voilà, tu vois, c'est comme avec le Bon Coin, hein, une fois que c'est lancé et que tout le monde est là à faire son business sur la plateforme, très bien. Mais alors, les premières semaines, les premiers mois, comment avez-vous fait? C'est d'identifier exactement ce qu'il faut. Même aujourd'hui, cette capacité à avoir les deux populations qui se développent de la même manière, ça reste un enjeu permanent. C'est vrai. C'est exactement ce que tu dis. C'est qu'on travaille vis-à-vis de deux populations parce qu'on fait une rencontre entre une population d'intervenants et une population de clients. Au tout début, les clients qu'on a réussi à convaincre et qui ont consommé chez nous, on les a connus avec Antoine. On a passé des dizaines et des dizaines d'heures à parcourir les annuaires d'écoles qu'on a pu faire. Parfois, des amis nous ont donné accès à des des fait du gros hacking.
Ouais, et vraiment avec nos petites mains à copier-coller des adresses email et on a communiqué et ça, en fait, la première année, on a vécu qu'avec des clients qui nous ont connus comme ça. D'accord, ok, c'est que ça a bien marché quand même alors. Donc ça nous a coûté zéro argent, beaucoup de temps. Donc ça nous a permis d'avoir quelques dizaines, petites centaines de demandes, 30. Et puis de l'autre côté, tout de suite, il fallait sauter côté intervenant. Et côté intervenant, aussi l'intérêt de ce qu'on a fait, c'est qu'on était encore étudiants. On était dans le monde étudiant. Ouais. Et donc, on s'est adressé vers la première population d'intervenants. C'était une population quasiment exclusivement d'étudiants qui souhaitaient faire la garde d'enfants. Et donc, pareil, on a baigné dans des réseaux d'étudiants divers et variés en Île-de-France. Et puis, on est allé tracter, donner nos flyers, se faire connaître dans ces réseaux-là, ce qui a permis d'avoir, de l'autre côté, quelques centaines de candidats. D'accord. Donc, beaucoup de gros hacking pendant peut-être les 18 premiers mois. Très clairement, pas de budget d'acquisition du tout sur les 18 premiers mois. Bah oui, de toute façon, vous n'aviez pas de budget, donc non. Il fallait faire autrement. Il fallait une année de chiffre d'affaires et de rentabilité pour commencer à le dépenser dans le marketing, très clairement. D'accord. Mais alors, tu as parlé des agréments, etc. Justement, un des cœurs de votre business, au-delà d'aller chercher des parents, etc., c'est la qualité des intervenants, puisque les intervenants, c'est toi chez ton client. Donc c'est ta qualité à toi, la qualité perçue chez ton client. Donc ça veut dire qu'il faut pas se planter là-dessus. Et alors peut-être déjà, enfin toujours aujourd'hui, mais comment vous avez résolu ça? Comment vous l'avez pensé? Alors, on n'était pas du tout expert du recrutement avec Antoine, et pour le coup là-dessus, il y a vite quelqu'un qui nous a accompagnés pour mettre en place un processus de sélection et de recrutement. Qui l'a fait de manière très bienveillante et bénévole, qui était un recruteur professionnel et qui, les premiers mois, nous a permis de mettre en place un cahier des charges de recrutement pour s'assurer qu'aussi bien le savoir-être que le savoir-faire permettait de trouver les bons intervenants. Et pour être transparent, le plus important des deux, c'est le savoir-être dans notre métier, clairement, plus qu'un savoir-faire technique réel. Et c'est les choses les plus dures d'autant que le savoir technique, a priori, tu disais que vous preniez des natifs, comme on dit en anglais, native plutôt, natif en français. Donc, a priori, leur langue, ils la connaissent. Oui. Après, là, c'est sur le sujet de la langue, en effet, de fait, on recrutait que des gens parfaitement bilingues ou natifs, donc il n'y avait pas le problème de la sélection de la langue. Après, sur le savoir-faire technique, c'est quand même savoir encadrer des enfants, il y a des notions de sécurité. Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait des enfants dans l'affaire, c'est vrai. Là, on peut dire il y a de la technique. Ouais, complètement. Mais mine de rien, c'est quand même beaucoup de choses qui sont assez spontanées, innées. C'est beaucoup dans le savoir-être. Est-ce qu'on sait s'occuper d'un enfant? Est-ce qu'on sait l'éveiller? Est-ce qu'on sait prendre soin de lui? Je pense qu'il y a beaucoup d'inné plus que d'acquis. Et ça, encore aujourd'hui, on essaye d'itérer tous les ans pour se dire comment on va améliorer notre capacité à détecter le savoir-être des profils d'intervenants. Ouais. Et justement, comment tu t'assures après de la qualité, au moins sur les premières fois, parce que bon, on peut considérer que si le deal continue avec ton client, c'est que la qualité est au rendez-vous. Mais vous avez mis en place des outils là-dessus ou pas? Il y a des feedbacks que vous demandez aux clients? Oui, on a un processus de sélection bien travaillé sur lequel ce que je dis, c'est qu'on essaye tous les ans de le rechallenger. Ouais. Voilà. Et une fois que les intervenants sont validés et qui peuvent postuler aux demandes de clients, qui font partie du vivier d'intervenants, là, la réalité, c'est que c'est ce que tu as dit, c'est le retour du client, c'est s'assurer que le client est satisfait. On appelle le client l'intervenant, et là, on est en plein dans notre rôle tripartite, de relation tripartite, et c'est à nous de s'assurer, quand on échange avec l'intervenant, que ça se passe bien, qu'il répond bien à notre cahier des charges interne, que le client est satisfait, que la communication entre les deux fonctionne bien. Et ça, c'est des sujets, c'est de l'échange, alors à la fois écrit, mais surtout pour le coup, faut appeler nos intervenants et nos clients, et ça se fait vraiment au téléphone. Alors, entre l'histoire d'Antoine et Julien qui vont tracter à la sortie des écoles et aujourd'hui, alors j'ai récupéré les chiffres 2018-2019.
il s'en est passé des choses parce que aujourd'hui, alors si je reprends les chiffres, alors ça a peut-être évolué depuis, et puis bon, il y a le Covid qui est passé par là, mais 2018-2019, c'est 3000 enfants, 46 000 candidats que vous avez vus, en tout cas qui sont passés au travers de votre tamis pour en retenir, je sais plus combien, 2500, c'est ça, 2500 intervenants. 6,5 millions d'euros, ce qui est pas mal, c'est même beaucoup. 11 implantations géographiques, tu vois, j'ai quand même bien noté les trucs. 40 people pour ce qui s'appelait encore Speaking Agency en 18-19. Waouh. Ouais, on a eu on a la chance d'avoir un service qui plaît beaucoup. Donc on a une traction, on va dire assez naturelle vers les clients. Et puis la réussite qu'on mais attends, Julien, comment on passe j'allais dire un garage, mais non, enfin la cave de l'ESCP, parce que dans mon souvenir c'est dans les sous-sols, non? Ouais. C'est ça. Donc comment on passe de la cave de l'ESCP à une boîte qui pèse plus de 6 millions d'euros? Enfin, tu vois, il y a un moment, tu mets en place des process, C'est exactement ça. C'est la conjugaison de nos deux profils, plus beaucoup de gens qui nous ont accompagnés. Très vite, on a recruté des personnes en interne parce que nous, on sait pas faire grand-chose avec Antoine à part avoir une idée et beaucoup travailler. Ouais. Donc très vite, honnêtement, on s'est encadré. Pendant 2 ans, on s'est pas payé pour faire grossir l'équipe en interne. Ah oui. Et c'est la réussite qu'on arrive à avoir aujourd'hui, c'est un mélange entre un service qui plaît sur les deux populations, parce qu'il faut bien avoir en tête que ce qu'on propose pour les intervenants qui travaillent avec nous, c'est assez unique. On a réussi à se développer vite parce que des centaines et des centaines d'anglophones ne trouvaient pas facilement non plus de travail pour eux, parce que quand on ne parle que anglais, c'est pas si simple que ça. De trouver un boulot. Donc, on a la chance de répondre à un vrai besoin sur nos deux populations. Et après, le mot que tu as dit, c'est process. Les chiffres ont un peu grossi par rapport à il y a 3 ans. On est plutôt sur 50% de plus que les chiffres que tu as pu dire. Génial. Et non, mais donc voilà, dynamique très positive. Et notre capacité à définir des process, à les challenger, à s'assurer qu'ils sont mis en place dans un métier comme le nôtre, c'est ce qui fait la différence. Une fois qu'on a bien défini l'offre, qu'on a défini les choses, après c'est quand même un sujet d'exécution et de respect de process qui ont été mis pour avoir une qualité élevée constante. L'enjeu, c'est des process permanents. Sur du service à la personne, c'est ça, hein, c'est savoir recruter et savoir processer et optimiser ses process. Alors justement, les chiffres, c'est quoi alors? C'est plutôt aux alentours de 10 millions là cette année. On a été un peu impacté par le Covid. C'était une de mes questions. Impacté par le Covid l'année dernière. Cette année, on partait sur encore une super année. L'année dernière, on était sur 35% de croissance. Et cette année, un peu plus de 25-30. Le Covid, nous, à partir de novembre cette année, nous a empêché de faire l'année qu'on était en train de faire. On a perdu 200-300 familles en novembre parce que changement de... les gens, ils sont à la maison, ils ont plus besoin de faire garder leurs enfants. Exactement. Donc le trend était plutôt de 10 millions et donc quasiment 4000 enfants gardés. Et 2500 intervenants qui ont travaillé avec nous cette année. Et en collaborateurs, toujours 40 environ? On grossit. Là, on est un peu plus de 60 en ce moment. Et on rentre en plus là dans une période en ce moment de mai à octobre où on travaille très, très, très fortement pour l'année scolaire suivante. Tu prépares la rentrée, là. Donc, exactement. Depuis le 1er mai, chez nous, on s'oriente beaucoup sur la rentrée d'après. Et donc là, on a une équipe qui grossit fortement en interne parce qu'il faut être capable de recruter énormément, de répondre aux parents qui sont intéressés pour nos services dans le service commercial. Et puis la troisième équipe, c'est celle qui fait toute la mise en relation entre nos intervenants validés, les familles qui ont validé leurs demandes. Et là, pareil, chez nous, c'est une équipe qui triple de taille pendant les 3-4 mois à venir. Ce qui est intéressant en termes de concept, c'est que chaque jour, tu as une boîte que tu n'as jamais, eu l'expérience de déjà conduire parce que elle grandit. Alors comment
Comment avec Antoine vous apprenez? C'est un vrai sujet, hein. Et on le sait, on est très conscient avec Antoine. On n'a pas d'expérience avant, donc on fait des erreurs tous les jours. On en fait peut-être un peu moins maintenant, peut-être des plus grosses maintenant. Mais je pense que c'est la capacité à ce que des gens rentrent dans le projet maintenant qui fait la différence. Parce que les expériences, on arrive à ajouter de l'expérience dans la boîte avec des gens qui rentrent, qui eux qui ont plus d'expérience que nous sur leur sujet. Et c'est vraiment ça l'enjeu, je pense, quand on monte une boîte sans expérience initiale, c'est de pas se dire qu'on est capable de tout faire du tout et qu'on est bon sur tous les sujets du tout. Nous, on doit donner une vision, on doit insuffler les choses, orienter et surtout fédérer énormément les gens pour que ils amènent leurs compétences, leurs expériences. Ouais, tu sais, c'est la phrase, je sais plus si c'est Michael Dell ou Steve Jobs qui disait j'embauche pas des gens intelligents pour leur expliquer ce qu'ils doivent faire, mais pour qu'ils viennent m'expliquer ce que moi je dois faire. Et ouais, il y a une grosse part d'humilité qu'il faut avoir. Alors, facile à dire, peut-être plus compliqué à mettre en place. Ça, je peux pas le dire pour face à d'autres personnes de dire si on arrive à être humble avec Antoine, mais je pense que c'est un des premiers éléments parce que bien sûr qu'on sait pas exactement ce qu'il faut faire et les gens qui nous accompagnent savent en itérant entre eux et en ayant cette bienveillance qui est un terme assez important chez nous parce qu'on a vraiment c'est la réussite d'une équipe chez nous, il n'y a pas d'individualité, c'est ce qui fait la différence. Ouais. Alors vous avez été accompagné au tout début, est-ce qu'après vous avez continué à être à utiliser justement des services de coach ou autre? Oui, on a été très friands de ça parce que encore une fois n'ayant pas d'expérience, on était allé chercher l'expérience où on pouvait la trouver. Mais c'est bien. Et quand même, ce qu'il y a de génial en France, c'est qu'il y a énormément d'associations d'entrepreneurs extrêmement bienveillantes qui existent. Et en fait, on a essayé de faire un parcours complet depuis le début. Il y a quelque chose une asso qui s'appelle le MoveJ. On est extrêmement proche du MoveJ et on les remercie à chaque fois parce que là, c'est le mouvement des jeunes entrepreneurs. Donc c'est une asso dans laquelle on peut rentrer vraiment dès le début. Et ça nous a accompagnés, ils nous ont accompagnés pendant au moins 4-5 ans. Avec un mentor qu'on adore qui s'appelle François Bieber. Donc on a eu la chance d'être accompagné par le MoveJ. Il y a le réseau Entreprendre qui existe dans tous les départements. Tous les départements, ouais. Exactement. Donc nous on était dans le réseau Entreprendre Paris et ça a un petit peu pris le relais, on va dire, en termes de timing. On va dire année 3 à 7. D'accord. Et pareil, on a eu la chance de rentrer dans ce réseau-là et avoir un mentor. Et puis il y a l'IME, l'Institut du mentorat, qui est une suite logique et on a été accompagné, on va dire, des années 7, 8, 9, pareil, avec un autre mentor et en rentrant dans l'IME. Et c'est vrai qu'en France, il y a un tissu d'accompagnement extraordinaire qui nous a permis d'être challengés, d'apprendre des gens. Alors, ils sont pas là pour nous dire quoi faire, mais le rôle de mentor, c'est d'être un miroir bienveillant et ça nous tracte énormément vers le haut. Je vous ai vu passer sur Croissance Plus aussi. Enfin, vous êtes dans Croissance Plus toujours? Ouais, tout à fait. Là, pour le coup, il y a pas le sujet du mentorat dans Croissance Plus. C'est plus un réseau d'entrepreneurs. Donc c'est pas exactement la même chose dans le sens où les 3 premières associations là dont on parlait, il y a vraiment à chaque fois un mentor pendant 18-24 mois qu'on voyait tous les mois. Donc il y a un côté accompagnement très individuel. Croissance Plus, c'est une association où là pour le coup et en réseau et il y a énormément de sujets sur lesquels on se retrouve tous en tant qu'entrepreneurs et c'est ce qu'on va chercher dans une asso comme Croissance Plus. On essaie d'accompagner aussi comme on peut l'asso. Alors justement, puisqu'on parle de croissance, alors votre croissance, de ce que j'en ai compris, ça a été aussi une croissance. Il y a eu une croissance géographique. Enfin, il y a un axe croissance géographique et il y a un axe croissance offre ou pas? Vous avez démultiplié les offres? Ouais, exactement. Si je fais l'historique des offres, les 2-3 premières années, on s'appelait Baby Speaking et on ne vendait qu'une offre qui était la garde d'enfants en immersion linguistique. Ouais. À 80-90%, les parents souhaitaient de l'anglais. Ah oui, je t'ai pas posé la question, ça. C'est justement que de l'anglais, 80%. Ouais. 80% de la part des parents. Donc nous, on s'est orienté vers des profils anglophones parce que c'était la demande. Après, un petit peu d'italien, d'espagnol, de mandarin. On va dire que c'est les 3 autres langues. L'allemand. Voilà. C'est les 4 autres langues qui peuvent sortir.
mais ça reste quand même plus faible que l'anglais. Au bout de 2-3 ans, en fait, des parents nous ont demandé pour les grands frères, les grandes sœurs, si on était capable de proposer plutôt des professeurs de langue, pour le coup, donc plus de la garde d'enfants. Et c'est vrai qu'on avait un vivier de gens venant de partout dans le monde, et donc on a travaillé cette offre-là, on a regardé la capacité qu'on avait à trouver des intervenants enseignants en langue étrangère, et donc on a changé de nom. On est devenu en 2012 Speaking Agency, avec la volonté que Baby Speaking, la garde d'enfants, devienne une offre. Et Speaking Agency nous a permis de avoir un nom cohérent pour proposer des cours de langue pour enfants et adolescents. D'accord. Donc ça, c'est déjà une évolution assez sensible dans le positionnement et dans les offres. Et donc, on s'est développé pendant 5-6 ans avec cette structure d'offre-là, le nom Speaking Agency. Et là, pour le coup, on a commencé un développement géographique qui fait que progressivement, on a proposé nos services dans 11 agglomérations au total, les 11 plus grandes agglomérations aujourd'hui françaises. Et donc, développement de notre service de garde d'enfants et de cours à domicile en langue étrangère. Et en 2018, on a eu envie d'aller plus loin, d'aller sur le marché de la garde d'enfants en français, qui est un marché gigantesque. Et en fait, on s'est donné du temps et de la réflexion. On s'est dit comment faire quelque chose d'innovant dans ce marché de la garde d'enfants en français. Exactement, et différenciant. Et c'est là où on a beaucoup travaillé. Nous, depuis 10 ans, depuis 2009, on travaille avec 2 personnes de manière très proche. Il y a une personne qui est affiliée à un laboratoire de recherche au CNRS qui s'appelle Maria Kitstedt, et elle est psycholinguiste en acquisition des langues chez les jeunes enfants, donc quelqu'un qui nous accompagne depuis le début pour tout ce qui est pédagogie, formation chez nous. Et l'autre personne qui s'appelle Céline Pille, qui est formatrice professionnelle de formation et qui est devenue enseignante Montessori en école, qui a suivi une formation. Et donc, en fait, on a eu la chance, avec ces 2 personnes-là, de réfléchir. On s'est dit, comment aller sur le marché de la garde d'enfants français, tout en ayant une vraie valeur ajoutée que les autres n'ont pas. Et c'est là où, en 2018, on a constitué cette offre qui est devenue donc l'offre créative. Et donc, c'est une garde d'enfants en français, dans lequel on amène énormément de contenu pour aller beaucoup plus loin qu'une simple garde d'enfants, pour vraiment accompagner les enfants dans l'éveil, sur la motricité, sur tout un ensemble de concepts qui sont regroupés dans ce qu'on appelle les pédagogies actives. La plus connue, c'est Montessori, mais on n'est pas des ayatollahs du Montessori. Ce qu'on veut, c'est adapter au domicile tout un ensemble pédagogique à valeur ajoutée. D'accord, je comprends. Et donc, c'est ce qui fait qu'en fait, en 2018, on a lancé cette offre-là et qui nous a amené maintenant, il y a 1 an, à faire le choix de changement de marque parce qu'on était prêts, et nous sommes prêts maintenant depuis 1 an, à devenir un acteur majeur de la garde d'enfants en français, tout en étant le leader de la garde d'enfants en anglais. Et c'est pour ça qu'on a changé de nom. Je comprends. Et maintenant, Mumj, on a une marque qui a été hyper bien travaillée, on a été accompagné, ça a été hyper effervescent comme moment sur ce projet-là. Et aujourd'hui, on a une marque qui nous semble extrêmement cohérente pour garder notre position et continuer à se développer sur la garde d'enfants en anglais et devenir un acteur majeur de la garde d'enfants en français. C'est quand même hyper chaud, Julien, parce que tu as un business qui pèse 10 millions d'euros et tu changes de marque. Il faut embarquer tout. Alors bon, déjà en interne, etc., c'est une chose, mais il faut pas perdre de clients dans la bataille, puisque l'idée c'est quand même d'aller en chercher des nouveaux. Comment vous avez pensé ce passage et ce changement? Alors, on a eu la chance d'avoir quelqu'un qui nous a rejoint il y a un peu plus d'1 an, qui est responsable marketing et communication chez nous, qui s'appelle Marianne, qui avait déjà pu accompagner des sociétés pour changer de nom. Donc, on savait qu'il fallait avoir quelqu'un de très haut niveau pour nous accompagner là-dessus, parce qu'on, pareil, on ne sait pas faire ça naturellement, Antoine et moi. Donc, c'est vrai que Marianne nous a accompagnés et ça vient de voir le jour. Elle a passé 1 an sur ce sujet du changement de marque, de l'identité, et puis de travailler opérationnellement le sujet, parce que ça a énormément d'impact partout et qu'on n'imaginait pas au début. Donc la première rentrée qu'on va faire sous le nom de Mumj, on est en train de la préparer maintenant. Donc c'est hyper excitant comme moment. Et la manière de le faire, et là c'est moins ma partie, c'est plus celle d'Antoine et de Marianne.
il y a tous les aspects de la boîte sont en jeu. Tu le disais, il y a et de l'interne, il faut onboarder tout le monde, expliquer le changement, le faire comprendre que c'est une évolution, pas au détriment du business actuel du tout. On a une énorme confiance de notre capacité à se développer sur la garde d'enfants en anglais, mais qu'on amène quelque chose de plus. Donc en interne, ça a été un gros sujet. Et après, sur tout l'aspect marketing, communication, c'est un an de travail par l'équipe market pour avoir le site qui est sorti il y a 3 mois et tout adapter la plateforme de marque qui est le jour. Alors je remettrai tous les liens qui vont bien, mais c'est momji momji.fr et là vous tombez et c'est marrant parce que c'est marqué ex speaking agency dans le référencement Google. Pendant encore quelques mois jusqu'à la fin de l'année. Mais ouais, c'est hyper complexe. Ne serait-ce que sur le référencement internet, arriver à transférer ton trafic naturel parce que je subodore que pendant toutes ces années vous avez énormément travaillé le trafic naturel sur je sais pas babysitting anglais par exemple, ça doit tomber chez vous quoi. Enfin, vous devez être en première page. Ça a été un très très gros travail et une grosse réussite d'Antoine qui est de sortir numéro 1 sur tout ce type de requête-là. Et donc là, il y a un gros travail de redirection très très technique pour s'assurer que tout ce flux naturel, on ne le perde pas. Alors comme tout projet, il y a un pic bas qu'on a connu pendant quelques semaines. Et là, les choses prennent bien. Il y a de la cohérence, il y a de l'attraction qui reprend. Donc, si le pic bas a duré 2 mois et c'était le timing le plus bas chez nous en activité, c'est pour ça qu'on l'a fait en février, le changement de marque. Parce que c'est un moment où les parents sont pas en recherche tellement de garde d'enfants et donc on a préparé la rentrée. Et alors, Momji 2021-2022, ça donne quoi? Grosse préparation de rentrée là. Ouais. On est affûté. Tu sens le marché ou pas? Ouais, on sent les retours. On échange beaucoup avec l'équipe commerciale parce que c'est eux qui ont la réalité du terrain. Alors, l'équipe marketing envoie énormément de messages, mais le retour qui vient vers nous, c'est l'équipe commerciale qui est capable de nous le retranscrire. Et les retours sont extrêmement positifs. Alors, c'est ça qui est génial, c'est que pour l'instant, on ne perd pas du tout notre spécificité sur l'immersion linguistique. Et on commence à avoir des clients qui naturellement, qui veulent de la garde d'enfants en français, comme beaucoup de concurrents peuvent la proposer et qui viennent vers nous. Alors qu'avant, on s'appelait Speaking Agency, on sentait que quand on leur proposait la garde d'enfants en français, ils comprenaient pas trop la cohérence. Et là, aujourd'hui, on a quelque chose de cohérent. Et je pense que ça a été ça beaucoup l'enjeu et la réussite vraiment de l'équipe marketing, c'est qu'aujourd'hui, on a quelque chose de cohérent. Alors que on fait un grand écart de service quand même. On veut être reconnu sur la garde d'enfants en langue étrangère, sur la garde d'enfants en français. Le trait d'union dans tout ce qu'on fait, c'est amener de la valeur ajoutée par la qualité de service, par le contenu pédagogique, par la formation des intervenants. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve sur tous les services qu'on propose. Non, c'est hyper cohérent, intéressant et à aucun moment vous n'avez eu besoin d'aller chercher des fonds. C'est un sujet qu'on a lancé là. Ah. Ouais, parce que la dynamique de lancer la marque, d'aller vers un marché de la garde d'enfants français qui est beaucoup plus grand que le marché de la garde d'enfants en langue étrangère, c'est la première fois où en 10-11 ans avec Antoine, on s'est dit allons chercher des fonds. Donc, c'est un projet qu'on a lancé là qui verra le jour dans le semestre à venir pour se développer fortement. C'est entre 6 et 12 mois pour lever de toute façon donc. Ouais, et donc on est au milieu. C'est passionnant parce c'est un sujet qu'on connaissait pas du tout avec Antoine. Ça nous permet de faire une vraie photo de tout ce qu'on a fait, parce que nous avec Antoine on regarde toujours devant et on regarde pas trop derrière. Donc là c'est vrai que c'est un travail passionnant qu'on a réalisé sur les mois passés, qui est d'expliquer ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, amener de la cohérence et puis projeter pour 5 ans à venir un projet. Et pareil, c'est un exercice qu'on a oublié de faire depuis quelques années, qu'on faisait au début, en plus, dans une école de commerce, on nous pousse à le BP, etc. Mais en fait, c'est un exercice qui est vraiment, vraiment nécessaire. Et donc là, c'est ce qu'on a fait sur les mois passés. Donc, on projette un plan sur les 5 ans à venir, et on va, parce qu'on va le faire, c'est de devenir l'agence leader en France sur la garde d'enfants éducationnelle. Et en fait, c'est ça ce qu'on est en train de faire, c'est que on a innové depuis 2009 sur la garde d'enfants en langue étrangère. On est l'acteur maintenant leader. Et ce qu'on est en train de faire, c'est de constituer un marché sur la garde d'enfants éducationnelle, pas que sur la langue, ou même en garde d'enfants en français, on va amener autre chose, une valeur ajoutée, la pédago, du contenu. Et donc, c'est un marché
Le terme garde d'enfants éducationnel, on communique pas trop dessus. On pense que dans quelques années, il va y avoir un vrai positionnement là-dessus. La garde d'enfants éducationnel. C'est hyper intéressant. Là, j'essaye de, en t'écoutant parler comme ça, je me disais, mais la vache, en fait, au tout début, ils ont créé un océan bleu. Tu vois, alors pour ceux qui connaissent pas, en gros, un marché très compétitif et rouge du sang des compétiteurs qui se bouffent entre eux et les prix. On en parlait tout à l'heure. Tiens, les prix sont tirés vers le bas. Et l'idée, c'est de créer à côté un océan bleu avec une offre. Enfin, je vais pas vous faire tout le bouquin. Voilà, je me mettrai en lien sur la stratégie océan bleu. Et ce qui est intéressant là, c'est que vous êtes en train de refaire le même coup en créant un océan encore plus large, on va dire, mais qui reste toujours bleu parce que vous allez être finalement l'acteur de cet océan. Exactement, et c'est sur ça qu'on espère convaincre des fonds, mais parce que ce qu'on va expliquer, c'est que ça vaut pas pour autant plus cher. C'est pas, nous, on n'est pas une marque à vocation à travailler que avec des clients CSP+, c'est pas ce qu'on souhaite du tout. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec Momji. Nos services sont accessibles pour énormément de parents, pas que les parents les plus aisés. Il y a beaucoup d'aides qui existent pour tout type de revenus en France, et on va amener de la valeur ajoutée qui sera pas pour autant plus chère que la concurrence, mais parce qu'on travaille sur de la pédagogie, on investit sur des sujets sur lesquels on est convaincu que ça va faire la différence. Et c'est pas pour autant vendre plus cher les services. Non, mais sur un enfant français. Positionnement premium par la qualité de service, mais pas par cette volonté d'être très cher et inaccessible. C'est pas du tout notre sujet. Non, mais c'est juste d'être sur un marché où les autres sont pas. Hein. C'est aussi bête que ça. Il y avait une question que je voulais te poser tout à l'heure, je l'ai zappé, qui est dans votre expansion géographique. J'ai bien compris que vous avez ouvert des villes. Vous avez ouvert des agences locales ou au départ ça s'est fait à distance? Alors non, on n'ouvre pas d'agence locale. Et c'est la stratégie d'ailleurs qu'on défend pour les années à venir et pousser le développement. On répond au cahier des charges des agréments, ça c'est une nécessité et une réalité, mais on pense que ce n'est pas nécessaire parce que c'est très capitalistique d'ouvrir une agence en termes financiers. L'autre chose, en ayant une politique centralisée, c'est que ça nous permet d'avoir nos process, d'avoir un seul process, d'avoir tout le monde dans le même bâtiment, nous permet d'avoir une qualité de service homogène partout en France et de toujours itérer sur nos process parce qu'on a la maîtrise. Ils sont pas dispersés partout en France. Et donc c'est la stratégie qu'on a mis en place, c'est la stratégie qu'on va continuer de défendre, qui est de centraliser toutes les fonctions support, sauf les éléments nécessaires localement, que sont le recrutement et la formation pour les intervenants qui vont travailler au contact d'enfants de moins de 3 ans. D'accord, je comprends. Et ça, c'est une obligation de l'agrément, et ça, on y répond. Mais tout le reste, on veut le centraliser parce qu'on pense qu'on travaille mieux comme ça. Ok. Julien, toi qui es maintenant un entrepreneur aguerri. Ben oui, ça fait 12 ans, mon vieux. Ça commence à faire. Quel conseil tu donnerais à des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs qui ont envie de se lancer? Rêver. Enfin, moi, je continue en tout cas à rêver, et je pense que c'est ce qui fait qu'on avance en permanence. Rêver de développer sa boîte. Alors grande, pas grande, c'est pas le sujet, mais rêver. Enfin, je pense qu'il faut être rêveur pour lancer une boîte et continuer à la développer. Être persévérant, c'est une nécessité. S'entourer énormément. Je reprends un truc qui nous avait marqué beaucoup avec Antoine et puis tous les étudiants qui en avaient pu faire le master, c'est de dire parfois on peut avoir peur de communiquer son idée en se disant on va me l'appliquer. Et en fait ça, s'il y a bien un truc à retenir et que je me permets de dire assez librement maintenant à n'importe qui, c'est non, c'est absolument l'inverse qu'il faut faire, parce que de toute façon ça va créer des retours positifs, négatifs, mais qui sont absolument à prendre, et que surtout que si l'idée est bonne, c'est qu'il y a d'autres gens qui l'ont de toute façon. Il y a quelqu'un quelque part qui l'a déjà eu avant toi. Oui, donc se retenir d'échanger, de prendre des conseils ou des avis des gens, faut surtout pas se retenir de ça, parce que c'est en itérant et entre ce qu'on a comme concept initialement et ce qui sera vendu 1 an après, ça aura bougé énormément et il faut que ça bouge face à la réalité du marché.
Et puis, nous, le dernier élément, c'est s'entourer. On l'a dit tout à l'heure. Il faut s'entourer de gens meilleurs que soi. C'est un fait. Voilà, c'était les grandes leçons d'entrepreneuriat, mais je suis complètement d'accord. Et alors moi, je te partage une phrase que je dis à tous mes étudiants, qui est une phrase de Xavier Dolan, qu'il a dit quand il a reçu son prix à Cannes, qui est « Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais ». Et tu vois, on va retrouver tes notions de résilience, de rêver, oser, etc. Bon, il manque le côté bien se faire accompagner, mais c'est pas mal en termes d'acquaintance, on va dire. Ok, écoute, Julien, c'est très intéressant tout ça. Maintenant, tu le sais, il y a une épreuve incontournable à la fin de la colle, c'est les... Non, tiens, avant ça, pardon. Si on veut te contacter, on l'a dit, alors il y a Momji, le meilleur moyen pour te contacter toi, typiquement, s'il y a des investisseurs dans la salle, dans les 3 millions d'auditeurs, c'est quoi? C'est LinkedIn le meilleur moyen? Oui, clairement. On me trouve facilement sur LinkedIn et je suis réactif. Ça, c'est pas vrai parce que moi, je suis toujours pending. Je t'ai demandé en ami, en connexion sur LinkedIn et tu me snobs, mais alors d'une force. Alors, bien joué. Mais on peut mettre mon mail. Moi, pour le coup, avec grand plaisir, et merci pour l'opportunité, parce qu'avec grand plaisir. Et donc, on met mon mail direct. Tu le mettras en ligne. Vas-y, ou donne-le à l'audio, parce que Julien.viaud, VIAUD, @momj.fr. Ok. Parce que je veux pas le mettre dans les descriptions, etc. Ça évite déjà les spams. Et comme ça, c'est tous ceux qui seront arrivés jusqu'à la 50e minute de cet enregistrement qui ont ce bonus. Ce bonus. Donc, rituel des 7 dernières questions. Julien, dis-nous, quel est ton mot préféré? Mot qui peut être un peu galvaudé, mais bienveillance. Ouais. T'es bienveillant avec tes équipes? Honnêtement, j'essaye parce que je pense que c'est ce qui fait qu'on arrive à bosser ensemble, à travailler bien ensemble, même quand il y a du stress. C'est cette capacité à être bienveillant, mais au sens propre du terme. Je sais que c'est un mot qui est pas mal à la mode. Nous, c'est une des valeurs triptyques qu'on a mis depuis 2009, et je pense que c'est un élément assez fédérateur quand on recrute. On peut être, je pense que c'est un trait commun qu'on essaie de chercher chez les gens qui nous rejoignent. Quel est le mot que tu détestes? J'ai pas essayé. Dans le sens où nous, ce qu'on essaye de pousser avec Antoine, c'est d'essayer de se tromper, chose qu'on fait nous individuellement régulièrement. Mais c'est en faisant ça qu'on innove à la fin, c'est en essayant. Et il faut pas qu'on se retienne. Et plus on grossit, plus c'est dur. Oui. De maintenir ce mindset, même Antoine et moi, d'essayer. Parce que t'imagines des impacts plus importants aussi. Et oui, mais donc on a peur parce qu'on anticipe et on suranticipe les impacts. Ouais. Donc on essaye moins de choses maintenant qu'il y a 12 ans, ça c'est sûr. Le son ou le bruit que tu aimes? J'allais dire aucun son, mais parce que presque c'est... The Sound of Silence, c'est Simon & Garfunkel. Et exactement, on est dans une telle activité permanente et à fond dans tout ce qu'on fait que les moments où je suis en vacances, un peu loin de tout et qu'il y a un silence... en fait, je suis assez preneur de ça. Ouais, je veux bien croire. Le son ou le bruit que tu détestes? Les scooters. Ah, tu sais, ça, dans les réponses dans la colle, c'est assez courant. C'est-à-dire les scooters ou les scooters qui pétaradent dans la rue. Spontanément, honnêtement, ça crée une tension, je pense, dans les oreilles des gens. Ça fait monter le stress de tout le monde. Julien, ton juron, gros mot ou blasphème favori? Merde. Ok, le mot de Cambronne. C'est gentil, mais je le sors souvent sur n'importe quoi. Voilà. Ok. Après, les quotidiens. On va dire, on fait dans le classique. La citation que tu aurais aimé prononcer, ou une phrase qui te porte? Alors, elle est beaucoup utilisée, mais c'est en visant la lune qu'on atteint les étoiles. Je reviens à cette notion de rêve. Moi, c'est mon driver quotidien depuis 12-13 ans qui fait que je me lève tous les matins. C'est que je rêve au lendemain, je rêve au développement de la boîte. Donc, je veux maintenir ce rêve-là et avoir des rêves un peu trop gros, mais permet d'atteindre de beaux objectifs. Ouais, on rêve jamais trop gros. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, qu'on te souhaite la plus lointaine possible, l'entendre te dire?
d'avoir pris des décisions justes, et justes au sens humain du terme. Oui, je comprends. Parce que je pense moi le premier, on est pris dans un flot de décisions permanentes, et de pas avoir blessé des gens bêtement, inutilement, dans des mauvaises décisions ou des mauvaises communications. Faire des erreurs, oui. Blesser les gens, j'espère ne pas le faire, et je m'en voudrais si je le fais. Donc voilà. Ouais, je comprends. Mais c'est une belle voie, en tout cas. Julien, encore un grand merci de ce temps. On souhaite donc une grande et belle vie à Momji, parce que, voilà, vous êtes, en plus, je dis ça, mais vous êtes sur le trend, là, c'est bon, ok. Il y a un petit chaos sur la route avec le changement de marque, mais voilà, bien mené. Et puis c'est tel que tu nous l'as décrit, voilà, c'est mené intelligemment aussi. Donc voilà, j'aurais tendance à dire que vous êtes sur des rails, c'est pas vrai parce qu'on n'est jamais sur des rails, parce que ne serait-ce que il y a un an, on pensait pas que le monde allait s'arrêter de tourner. Donc voilà, il y a plein de trucs qui peuvent arriver. Mais voilà, je te souhaite et je souhaite à toutes tes équipes le meilleur. D'autant que vous participez quand même à l'éducation des jeunes générations, et donc quelque part à rendre le monde un peu meilleur. Et ça, c'est pas mal. Merci beaucoup, Pierre. Julien, encore un grand merci, et puis écoute, on essaye de se voir bientôt, on se boira un coup, et tu nous raconteras la rentrée 2021. OK ? Avec grand plaisir. Merci infiniment, Pierre. Bye bye. Au revoir. Bravo, vous avez tenu jusque-là. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager avec tous vos amis. Point important, abonnez-vous à La Colle sur votre plateforme de podcast préférée pour obtenir dès leur sortie les nouveaux épisodes. Mais aussi et surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, les trucs à améliorer et, je l'espère, vos encouragements. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de La Colle.